Eh bien, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs. À mon tour, déjà de me présenter rapidement, mais je ne vais pas être longue. Donc Florence Rudolph, sociologue, professeure des universités dans une école d'ingénieurs et d'architecture, l'INSA de Strasbourg. Et donc j'ai l'honneur, et je remercie le Jardin des Sciences de m'avoir confié cette tâche, donc de modérer le débat ce soir avec Hervé Letreut. Alors, Hervé Letreut, eh bien, j'ai eu l'occasion de le rencontrer en 2009. C'était dans le Morbihan. C'était lors d'une clôture. Je parle assez fort? Oui. C'était lors de la clôture d'un interreg sur l'adaptation au changement climatique des littoraux dans le Morbihan. Interreg qui intégrait aussi le Pays de Galles et trois régions. La troisième m'échappe. Et j'étais à cette clôture pour un ouvrage que j'avais publié qui s'appelle « Le climat change et la société ». Donc, pour dire aussi qu'il y a une approche, bien sûr, socio-économique, anthropologique, philosophique des changements climatiques, que, bien sûr, si chaque discipline y travaille à partir de son corpus, à la fois de tradition, de théorie, de modélisation, des outils spécifiques, donc chaque discipline contribue à l'intelligibilité de ce phénomène. Évidemment, ce phénomène, il est global, il est interdépendant, et finalement, il nous engage tous dans ces interdépendances. Alors, eh bien, Hervé Letreut, en quelques mots, on l'a dit, c'est un grand honneur. C'est donc une personne que j'ai rencontrée en 2009, et j'ai été impressionnée à la fois par l'autorité scientifique qu'il incarne, par son côté chaleureux et modeste, et son engagement. Et tout ça, je trouve que ça en fait vraiment des qualités exceptionnelles. Et c'est vraiment un grand plaisir de le retrouver ici. Alors, en quelques mots, eh bien, je suis navrée, j'ai été voir Wikipédia pour retracer cette carrière. En tout cas, c'est une personne qui, on l'a dit, directeur de l'Institut Pierre-Simon Laplace, climatologue, qui a fait sa thèse sur la modélisation des nuages dans le système climatique, qui a travaillé aussi sur la modélisation des climats du passé, qui dispose d'une centaine de publications, qui est membre du GIEC, qui fait d'énormes efforts de vulgarisation, de diffusion de la culture scientifique et technique, et comme je l'ai dit, qu'il le fait avec beaucoup de finesse et d'à-propos. Il enseigne dans des grandes institutions, l'École Polytechnique, l'Université Pierre et Marie Curie, l'ENS, Sciences Po. Il était titulaire d'un grand nombre de prix et de distinctions, dont les dernières Légion d'honneur et Palme académique. Bref, et ce n'est que, je vous le dis, en allant voir Wikipédia. Cependant, quand on consulte Wikipédia, comme je l'ai fait pour préparer cette introduction, eh bien, ne figure pas une dernière initiative qu'il a coordonnée, qui est particulièrement intéressante et qui se trouve ici, donc les impacts du changement climatique en Aquitaine. Et finalement, il a coordonné une forme de forum hybride, pour jargonner un petit peu en sociologie, c'est-à-dire un espace où se côtoient différents experts. En l'occurrence, c'était des scientifiques, pour faire l'état aussi de la qualité et un état des lieux de la situation de la recherche en Aquitaine sur les changements climatiques. Figurent aussi des éclairages sociologiques, économiques. Et cette initiative, elle a été conduite, je crois, terminée en 2012. Je peux me tromper, de toute façon, c'est aussi sur ce point-là que j'interpellerai aussi ensuite Hervé Letreut. Et donc, c'est un bilan, si vous voulez, prospectif sur les changements climatiques à l'échelle régionale. C'est particulièrement intéressant. Bon, ils le disent en introduction, ils ont adopté la méthode du GIEC, c'est-à-dire ils sont partis de connaissances qui sont publiées, avérées. Ils n'ont pas entamé, si vous voulez, des programmes de recherche. Ils sont partis plutôt d'un bilan de la recherche pour transposer ce qui se faisait dans la recherche au niveau de l'Aquitaine, pour identifier, disons, des risques à venir ou déjà présents, déjà patents, pour donc informer les politiques. Et donc, c'est une expérience, je dirais, très intéressante, sans doute
en particulier pour l'après-COP, qui pourrait aussi, je l'espère, nous inspirer au niveau régional. Pourquoi pas imaginer faire la même chose en Alsace? Ça préfigure une gouvernance très intéressante de ce point de vue-là, où scientifiques et politiques travaillent ensemble pour effectivement construire de la prospective. Donc j'ai évoqué ces scènes hybrides, Calon, Lacombe, Barthes pour les sociologues, et aussi comment faire entrer les sciences en politique de Latour. Bon, tout ce qui est donc la question de l'articulation entre sciences et politique, sans pour autant gommer les différences, évidemment, de ces différentes communautés et sphères d'activité. Voilà, je reviendrai donc sur cet ouvrage, sur cette initiative, parce qu'avant d'être un ouvrage, c'est une initiative, donc scientifique et politique. Et je donne sans plus tarder la parole à Hervé Le Treut. Merci. Voilà, merci pour cette introduction. Je suis très intimidé maintenant après toutes ces louanges. Je vais essayer d'être à la hauteur. Juste pour compléter, je suis en fait, puisqu'il y a le CNRS et l'université, je suis chercheur CNRS détaché depuis quelques années à l'université Pierre et Marie Curie et en fait à l'école polytechnique aussi. Donc, je me sens à l'aise sous ces deux parrainages. Et puis, bon, ensuite, on parlera peut-être des attaches régionales. Je suis un breton bordelais, en fait, voilà, donc on verra ça. Et travaille à Paris depuis beaucoup d'années. Donc, peut-être pour commencer, je voudrais parler de ce système climatique qui est au centre des attentions avec la COP 21. Et je vais essayer de parler surtout, en introduction, des échelles de temps qui concernent le problème du changement climatique futur. Alors, le climat de la planète, il a varié très longtemps, à des échelles de temps extrêmement longues. Mais je vais essayer de me focaliser sur deux choses, la définition de ce système climatique et puis les échelles de temps avec lesquelles il varie pour le problème qui nous intéresse ce soir. Alors d'abord, le mot climat est un mot qui en soi est un mot souvent porteur d'ambiguïté. Déjà dans la langue courante, on confond climat, météo, courtes échelles de temps. C'est un mot qu'en tant que scientifique, on a appris à définir de manière relativement rigoureuse. Le climat, c'est l'état statistique d'un système qu'on appelle le système climatique. Et comme physicien que je suis d'origine, tout physicien définit d'abord le système qu'il étudie. Et ce système, il est fait de composantes qui sont extrêmement différentes. Alors, dans le langage d'autrefois, on les appelait toutes des sphères. Il y avait l'atmosphère, l'hydrosphère, la géosphère. Donc on appelle plutôt l'hydrosphère l'océan, enfin la plus grosse partie de l'hydrosphère l'océan, mais il y a aussi une hydrosphère liée aux rivières. Il y a une sphère qui est restée une sphère très importante, c'est celle de la biosphère. La biosphère, c'est un nom qui a été donné au début du XXe siècle par un savant russe, Vernadsky, et c'est une des composantes à part entière de ce système climatique. Il y a eu aussi la noosphère qui a été introduite à différentes personnes, en particulier le Teilhard de Chardin, qui est plus la sphère de l'intelligence. Alors, on verra si l'homme a vraiment contribué à modifier le climat par cette particularité-là, par cette intelligence. Je ne l'ai pas fait figurer ici. Voilà. Alors, ces composantes sont très différentes et généralement, elles sont en interaction extrêmement forte, des interactions qui sont physiques, des échanges d'énergie, des échanges de mouvements. L'océan est mis en mouvement par l'atmosphère essentiellement, des échanges de produits chimiques, des échanges d'eau, et puis le vivant aussi est un lien entre toutes ces composantes. Elles ont des temps d'évolution qui sont assez différents. L'atmosphère est un système très rapide, et comme il est très rapide, c'est lui qui va faire la géographie des climats. L'océan, lui, a une capacité à contenir de l'énergie, du carbone, à transporter cela qui est considérable, mais il va beaucoup moins vite que l'atmosphère. Donc, en gros, vous avez un fluide qui est pas capable de transporter grand-chose, mais qui le fait très vite, et puis l'océan qui, lui, agit de manière plus massive, plus lente, mais qui peut avoir ces phases d'accélération. Donc c'est un système complexe, c'est un système, quand on va parler de capacité à le prévoir, qui va être très hétérogène. On va avoir des
parties, des sous-parties du système qui sont prévisibles. Par exemple, on parlera du CO2 qui reste dans l'atmosphère pendant une centaine d'années. Ben, ça, c'est un élément de prévision. Mais pour autant, on ne sera pas capable de dire ce qu'est l'atmosphère, ce que sera l'atmosphère dans le détail au bout de 7 ou 10 jours. Donc, un système hétérogène, mais un système qui fonctionne comme un collectif. Et quand on parle de climat, on parle de quelque chose qui, par rapport à tous les problèmes environnementaux, a causé une forme de révolution et même a été vécu, je pense, par beaucoup de militants environnementaux comme une sorte d'intrus un peu, parce que tu es habitué à ce que la dimension environnementale des problèmes soit souvent une dimension locale. On pollue, on répare les pollutions, on paye les pollutions, et on le fait à une échelle locale. Le climat, c'est un problème qui vient justement de l'interaction à l'échelle globale, à l'échelle de la planète, de ces problèmes. Et dit au-dessus de nos têtes, par exemple, la quantité des gaz à effet de serre a augmenté, mais cette augmentation, dans ces gaz qui ont augmenté, il y en a peut-être 1,5% qui est d'origine française. Le reste vient d'ailleurs. Et par contre, si on va en Nouvelle-Zélande, là, tout en bas, en dessous de nos pieds, on va retrouver ce même 1,5% de gaz à effet de serre d'origine française. Donc, on a une vision de la planète au travers des problèmes climatiques qui est celle d'un tout, et c'est ce qui fait la différence avec beaucoup d'autres problèmes environnementaux. Alors, l'autre point, c'est que ce système a évolué. Alors, il a évolué à des échelles de temps très variées, je l'ai dit rapidement. Bon, on peut la planète à 4 ou 5 milliards d'années. On commence à faire l'histoire du climat à partir des 500 millions d'années dernières. C'est là on a un certain nombre d'idées. Le climat, il apparaît à la fois relativement stable. On a toujours eu les 3 phases de l'eau, mais avec des variations prononcées. On ne va pas s'intéresser à cela. Il y a eu des glaciations. J'en dirai peut-être un petit mot quand même de la dernière. Mais ce qui fait la particularité de... Alors, normalement, je dois pouvoir faire fonctionner ça en appuyant. C'est la flèche, là, c'est le plus, non? Ah, c'est comme ça, il faut que je sorte et que je m'approche du micro, quand même. Donc, voilà, donc ce qui fait la particularité du climat dans lequel on vit, c'est qu'il s'est développé, nos civilisations se sont développées dans un moment très particulier. On a 10 000 ans de quasi-stabilité du climat. Alors cette quasi-stabilité du climat, on peut la vérifier au travers de quelques gaz dont on sait qu'ils évoluent quand le climat varie et qui par ailleurs sont des gaz qui vont nous intéresser parce que ce sont des acteurs de la modification du climat qui sont les gaz à effet de serre. Donc, vous voyez ici sur ce diagramme une échelle qui est de 10 000 ans et vous voyez pour les 3 gaz qui vont de haut en bas, je m'excuse, il y a de l'anglais dans beaucoup de transparents, qui sont issus du GIEC et dans un certain nombre de cas, et aussi de travaux de notre institut, l'IPSL, qui est programmé, qui sont publiés en anglais. Donc, vous voyez une stabilité extraordinaire de ces gaz à effet de serre sur les 10 000 dernières années, avec, à partir d'une époque très récente, une augmentation extrêmement forte de ces gaz qui ont atteint des valeurs 30 ou 40% plus élevées pour le CO2, qui est multiplié par 2 ou 3 pour le méthane au milieu et qui est augmenté de 15 ou 20% pour le protoxyde d'azote en bas. Alors maintenant, si on essaie de regarder un tout petit peu plus en détail, on voit que cette augmentation, elle commence avec le début de l'ère industrielle, mais en fait, elle s'accélère fortement après la Deuxième Guerre mondiale. Le problème auquel on est confronté, c'est un problème qui est finalement très récent, très nouveau, et parce qu'il commence vraiment, et on le voit très bien sur ce transparent que j'ai un petit peu bricolé en m'amusant parce qu'on peut trouver maintenant la courbe tout entière sur différents sites comme celui du Global Carbon Project. Mais vous avez les émissions de gaz à effet de serre, en fait les émissions de CO2, qui est le premier des gaz à effet de serre émis par les activités humaines, et ces émissions, pour la part qui en est la plus importante, celle liée à la combustion des hydrocarbures. Et vous voyez ici vraiment un envol de ces émissions après la Deuxième Guerre mondiale.
On était dans les années 50, alors sur Wikipédia on peut voir que je suis né en 56, je ne sais pas qui a fait ma fiche Wikipédia, mais elle est juste de ce point de vue-là. Donc on était à 1 ou 2 milliards de tonnes de carbone par an qui étaient émis à cette époque-là. On est arrivé au moment du sommet de la Terre de Rio. Alors pourquoi je cite le sommet de la Terre de Rio? C'est parce que c'est le moment où ça a été conclu la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, qui a donné les objectifs généraux de stabilisation du climat, mais aussi de stabilisation du climat dans un contexte de développement pour l'ensemble des pays de la planète. Et ce sommet de la Terre de Rio, donc, cette Convention cadre des Nations Unies est celle qui organise chaque année sous l'ombrelle de laquelle s'organise la conférence des parties. Donc la conférence des parties à la Convention, qui est la COP. Donc on a maintenant la 21e COP, puisque ça a commencé 3 ans après le sommet de la Terre de Rio. Voilà. Alors, on voit qu'au sommet de la Terre de Rio, il y a une volonté affichée de réduire les émissions de gaz à effet de serre et qui ne s'est pas traduite dans les faits. Les émissions continuent d'augmenter en partie par un effet un petit peu retardé de la démographie. Les émissions de gaz à effet de serre à partir des années 50, c'était l'œuvre de peut-être une quinzaine de pourcents de pays représentant 15% peut-être de la population mondiale. Et maintenant, ça s'étend en termes de participants à ces émissions. Alors, pour dire quand même un mot, pour compléter un peu, toujours en se limitant au CO2, on a 2 types d'émissions qu'il faut considérer de manière importante. Les émissions liées au gaz à effet de serre. Alors, vous avez un petit schéma en haut à gauche avec des cheminées et des fumées. Ça, c'est le résultat de quelque chose qu'on trouve un petit peu partout et qui est une difficulté, c'est que les gaz à effet de serre sont absolument transparents. Les gaz à effet de serre qui affectent le climat de la planète sont des gaz qui sont absolument transparents. Donc, il y a une difficulté à les représenter, dans le monde qui aime bien les représentations graphiques. Alors, on les représente souvent par ces cheminées d'usine. Alors, c'est bien aussi ces cheminées d'usine ou les pots d'échappement de voitures qui les émettent, mais là, on voit surtout de la vapeur d'eau, quelquefois colorée par des impuretés. Mais la vapeur d'eau est le premier des gaz à effet de serre, mais les activités humaines n'émettent que très très peu de vapeur d'eau comparé à ce que l'océan peut évaporer, par exemple. Donc c'est plutôt un gaz qui a un cycle naturel que l'homme n'arrive pas à perturber, parce que c'est un cycle très rapide par ailleurs. J'ai dit que le CO2 restait un siècle à peu près, j'ai dit qu'il restait longtemps, le CO2 reste un siècle à peu près dans l'atmosphère, c'est-à-dire qu'au bout d'un siècle, la moitié du CO2 en masse qu'on a mis au début est toujours présent. La vapeur d'eau reste une semaine. Donc c'est quelque chose de très différent, qui a un cycle beaucoup plus rapide et qui n'est pas modifié par les activités humaines. Alors l'autre grande source de CO2, c'est la déforestation, c'est l'usage des sols de manière générale. Et c'est quelque chose qui est peut-être un petit peu plus stabilisé, mais qui reste, qui est un peu moins important peut-être en termes d'évolution, mais qui reste quand même une source d'action pour essayer de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui est très importante. Alors ce CO2, il s'en va pour moitié de manière directe dans l'atmosphère, enfin, il va résider pendant un certain temps dans l'atmosphère. Il y a une partie qui est reprise immédiatement ou presque par les océans, donc la moitié de la moitié, c'est-à-dire le quart. Et puis le dernier quart, par différence, on a fini par se résoudre à l'idée que c'était la végétation qui le reprenait. Mais ce n'est pas la même végétation. Généralement, la déforestation qu'on voit sur la colonne de gauche, elle est dans les régions tropicales. C'est des forêts qui sont souvent avec un patrimoine génétique très important parce qu'elles n'ont jamais été effacées par des glaciations. Et alors que ce qui repousse, c'est plutôt dans les régions boréales, donc dans des régions extrêmement différentes. Et puis, le CO2 qui est repris par la végétation, par les océans, pendant longtemps, on a cru que c'était quelque chose qui était un bénéfice pour le climat de la planète, parce que ça ne participait pas à l'effet de serre. On se rend compte aujourd'hui qu'on est en train d'acidifier les océans et que ça peut être quelque chose d'extrêmement grave pour la biodiversité océanique, surtout combiné avec le réchauffement de ces mêmes océans. Alors, je vais sauter ce transparent. Voilà, alors maintenant, ce que je voudrais dire, c'est que comment est-ce qu'on étudie ce problème? Ça fait maintenant
quelques années qu'on est convaincu que si on augmente les gaz à effet de serre, on provoque un réchauffement de la planète et que ce réchauffement de la planète peut être important. Je vais pas, il y a des études qui ont été des études un petit peu d'ordre de grandeur qui montrent que un doublement du CO2 atmosphérique, ça peut être quelques degrés de plus, et quelques degrés de plus, c'est comparable en amplitude avec ce qui nous sépare d'un âge glaciaire, j'y reviendrai. Alors, la question qui s'est posée dans les années 70, quand on s'est trouvé face à cette... alors, moi, j'ai commencé fin des années 70, il y a des gens qui m'ont précédé dans ces domaines-là, mais quand la communauté scientifique s'est trouvée face à ce problème de l'augmentation de ces gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qu'elle s'est posé la question, est-ce que c'est dangereux? Qu'elle y a répondu avec des ordres de grandeur en disant, oui, ça peut être très dangereux, mais c'est comment on fait pour aller plus loin? Alors, pour aller plus loin, pour essayer d'étayer ce dossier, pour essayer de savoir vraiment à quoi peut nous conduire les émissions de gaz à effet de serre, la solution, ça a été des modèles. Et je reviendrai sur le fait que ces modèles sont nécessaires parce que, en fait, à cette époque-là, on ne voyait pas encore les effets du changement climatique. Il fallait essayer de les anticiper. Alors, les modèles sont des choses qui sont difficiles à expliquer, et il y a un transparent que je ne montre pas tout le temps, mais j'essaie de montrer au moins une équation. Quand je suis dans une université, je montre toujours au moins une équation. Donc, celle-là, c'est l'équation du mouvement, l'équation du mouvement de l'atmosphère, telle avec le formalisme que j'utilise pour l'enseigner à Polytechnique. Donc, elle a été due à des savants qui sont français, d'ailleurs professeur à Polytechnique, Navier et Stokes, un anglais. Bon, on voit que ça remonte au XIXe siècle. La grande difficulté pour utiliser ces équations, et puis aussi on a tout un ensemble de savoirs qui touchent cette fois au rayonnement atmosphérique et la manière dont il est modifié, ça a été le calcul. Alors les premières personnes qui ont essayé d'utiliser ces équations pour faire cela, c'était dans les années 20. Puis dès qu'on a eu des machines et des ordinateurs, on a pu essayer de faire quelque chose qui paraissait au début un petit peu insurmontable, c'est essayer de faire vivre une planète bis, une planète numérique, une maquette de la planète Terre, si vous voulez, par les équations. Alors très souvent, on nous dit, mais qu'est-ce que vous mettez dans votre modèle comme données? Les données essentielles, c'est les lois de Newton. Le premier ingrédient qu'on met dans le modèle, c'est ça. Et puis, ensuite, bien sûr, il faut habiller le modèle, il faut y mettre des nuages, il faut rajouter des processus, de la végétation, de l'eau, et des rivières. Mais au départ, c'est ça. Au départ, ce sont des lois, et ces lois nous aident à faire vivre la planète. Et cette planète qui vit, on essaie de regarder comment on peut l'endommager. Alors, on ne le fait pas uniquement pour l'atmosphère, on fait vraiment pour le système climatique dont j'ai parlé. Alors, vous avez ici le modèle couplé de l'IPSL. Alors, on a parlé de l'Institut Pierre-Simon Laplace, dont j'ai le plaisir de diriger après Gérard Mégy et Jean Jouzel. C'est un institut qui fédère justement les différents laboratoires consacrés à l'atmosphère, à l'océan, au sol, à des aspects chimiques, à des aspects physiques. Au total, il y a 9 laboratoires en région parisienne. Ça fait un peu plus de 1400 personnes. Et ces 9 laboratoires coopèrent dans... Tout n'est pas un travail de coopération lié à l'IPSL, mais il y a une grosse partie quand même dans 2 domaines, l'observation de la planète et puis la modélisation des climats. Donc un modèle climatique, c'est une centaine de personnes à peu près pendant 20 ou 30 ans qui développent cette planète numérique. Et ce travail est un travail qui est fait... en interaction avec d'autres laboratoires, et je dirais aussi en compétition. Donc il y a des exercices réguliers, ce sont les exercices qui sont organisés par le Programme mondial de recherche sur le climat, qui nourrissent les rapports du GIEC ensuite, où tous les modèles essayent de reproduire d'abord des climats anciens, les climats passé récents, le XXe siècle, des climats plus anciens, par exemple le dernier maximum glaciaire, je montrerai rapidement un exemple tout à l'heure, et puis des processus clés, le cycle du carbone, etc., et puis qui se projettent dans le futur. Donc la base de projection, c'est ça. Ce sont une vingtaine d'instituts qui développent une quarantaine de modèles. Chaque institut a un modèle ancien et un modèle nouveau, disons, et le font de manière à la fois compétitive et collective. Et c'est ça qui permet d'essayer d'évaluer ce qui va se passer dans le futur. Alors, bon, je vais passer les choses pour essayer de tenir mon temps, mais vous avez ici
le premier type d'exercice qui a été fait, alors qui s'est affiné progressivement, qui consiste à essayer de se dire, ben voilà, on a ces modèles, on commence à penser qu'ils reproduisent convenablement beaucoup d'aspects du système climatique. Si on augmente les gaz à effet de serre, qu'est-ce qui se passe? Alors comment est-ce qu'on peut augmenter les gaz à effet de serre? Ben, le GIEC a proposé un certain nombre de scénarios sur la base justement d'autres sciences prospectives d'augmentation des différents gaz à effet de serre. Alors j'ai parlé que du CO2, le transparent que j'ai sauté, c'est pour dire qu'il y a d'autres gaz à effet de serre, le méthane qui est un gaz à effet de serre très important, le protoxyde d'azote qu'on a vu, mais aussi l'ozone sous ses différentes déclinaisons, troposphériques ou stratosphériques, les CFC qui sont ajoutés par l'activité humaine, et puis des gaz aussi polluants qui sont rapides, mais qui restent pas longtemps dans l'atmosphère, mais qui affectent le bilan radiatif. Donc tout ça a été scénarisé, l'évolution possible de ces gaz a été scénarisée, avec des scénarios optimistes. Le scénario vert est un scénario qui en fait aujourd'hui est dépassé parce que en termes de CO2, il pointait en 2050 à 10 milliards de tonnes de carbone, qui est le seuil qu'on a déjà atteint par an, des millions de carbone par an. Et vous voyez qu'on peut, à partir de ces modèles, les modèles calculent des températures en tout point, en tout lieu, bon, on peut donner un indice qui est la température globale. Cette température globale, ben, finalement, elle est au-delà de 2 degrés, dont on parle régulièrement et sur lesquels je reviendrai, pour à peu près tous les scénarios qu'avait considéré le GIEC. Donc le scénario vert qui était le plus optimiste, avec quelques modèles qui restaient sous la barre des 2 degrés, mais j'ai dit qu'on a déjà dépassé en fait ces émissions-là. Et les autres scénarios sont des scénarios où on pouvait aller jusqu'à 5-6 degrés, donc des choses effectivement très importantes en termes d'amplitude. Et je le redis, ce qui nous sépare d'un âge glaciaire vers le froid, c'est 5 à 6 degrés. Donc on voit qu'on peut aller avec des scénarios du laisser-faire vers des changements qui, en quelques décennies, représenteront vers le chaud le même type d'évolution que celui qui nous sépare vers le froid d'un âge glaciaire. Alors, ça, ce sont des résultats qui ont inquiété, et à juste titre, je pense, et qui ont amené une réflexion qui, dans le dernier rapport du GIEC, s'est faite de manière inverse. C'est-à-dire se dire, ben, puisque les scénarios prospectifs où on laisse, alors ces scénarios prospectifs, ils étaient basés sur des évolutions démographiques, sur des évolutions technologiques, sur des choses qu'on peut anticiper sur la base de ce qu'on fait dans la continuité aujourd'hui de nos activités. Et si ces scénarios, qui sont des scénarios de différents types de laisser faire, ne parviennent pas à diminuer les émissions de gaz à effet de serre, alors il faut peut-être essayer d'avoir quelque chose de ciblé. Alors, ce quelque chose de ciblé, ça a été de raisonner à l'envers. On part d'un réchauffement. Alors, vous regardez sur la courbe de gauche, vous voyez la température en noir, c'est celle qui a commencé à se réchauffer. Et ce qu'on voudrait, c'est avoir un scénario bleu foncé, c'est-à-dire stabilisé. Alors ça, c'est une décision qui a été prise par l'ensemble des États. Ce n'est pas un seuil dans le changement climatique, c'est plus une décision commune, un objectif commun que se sont donnés, qu'ont signé tous les pays de la planète, ne pas dépasser, se stabiliser en dessous de la barre des 2 degrés. Et ça représenterait cette température en bleu foncé. Alors à droite, vous avez les émissions de CO2 qui sont associées à ça. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour ne pas dépasser 2 degrés? Et vous voyez ici qu'il faut diminuer de manière absolument drastique les émissions. Alors ça, c'est notre modèle. Il y a des modèles qui donnent des résultats un petit peu différents. Au total, ce qu'a compilé le GIEC, c'est de dire qu'il faudrait, en 2050, avoir diminué de 40 à 70% nos émissions de gaz à effet de serre, donc principalement celles de CO2, et en fin de siècle, pour se stabiliser, avoir atteint un équilibre carbone, voire même, je vais y revenir, un équilibre avec des émissions négatives pour être capable d'aller reprendre du CO2 à l'atmosphère. Ce qui veut dire, quand on parle des scénarios du GIEC, qui sont ces scénarios du possible que normalement la conférence doit appeler, ce sont des scénarios où, en gros, on doit se débarrasser de tout ce qui est hydrocarbures d'ici la fin du siècle. Se débarrasser de tout ce qui est hydrocarbures, c'est se débarrasser de ce qui fait aujourd'hui 80% de notre énergie. Donc c'est quand même un objectif qui est extrêmement ambitieux. Et je dirais, il
ne suffit pas de marcher dans la rue pour obtenir cet objectif-là. Il faudra être actif de manière un peu différente. Alors, il y a dans le rapport du GIEC aussi un document qui nous montre que les délais pour accomplir ça se sont rapprochés de manière extrêmement forte au fil des années. Alors, le CO2, c'est un gaz qui représente 0,027 pour 1000 du volume de l'atmosphère. C'est tout petit quand on le considère comme ça. Et c'est pourtant à peu près 20 à 30% d'un effet de serre naturel qui permet à la planète d'être vivable. Le reste, c'est les nuages et la vapeur d'eau. Et puis d'autres gaz, comme le méthane dont j'ai parlé. Donc le CO2, ça paraît presque rien, mais c'est un effet extraordinairement important en termes de démultiplication. On a été capable d'augmenter très vite, en fait, ce CO2 atmosphérique, parce que c'était à notre portée de toucher à ce bouton-là. J'ai un professeur qui a créé le laboratoire où je travaille encore, le laboratoire de météorologie dynamique, et qui a aussi été le premier président du programme mondial de recherche sur le climat, Pierre Morel, disait que on peut pas faire bouger un camion en donnant des coups de pied dedans, sauf si le coup de pied, c'est juste sur l'accélérateur. Alors, les gaz à effet de serre, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on a un système de démultiplication de ce qu'on fait qui est d'une puissance difficile à concevoir. Alors, quand on regarde le réchauffement climatique, on peut montrer qu'il est, alors ça c'est des résultats de modèles, mais quand on regarde vers le futur, il est très corrélé au cumul du CO2 sur une période importante, disons, pour simplifier, depuis le début de l'ère industrielle. Alors si on fait ça, si on regarde le problème de ce point de vue-là, et qu'on se dit on ne veut pas dépasser 2 degrés, on a une certaine quantité de CO2 qu'on a le droit de dépenser si on veut rester sous ces fameux 2 degrés. Et cette quantité de CO2 qu'on peut dépenser, on en a dépensé un peu plus de la moitié. Alors, c'est des chiffres qui sont approximatifs, c'est des ordres de grandeur. Mais ça veut dire qu'au taux actuel, on peut dépenser à peu près 20 années de CO2, et puis après, on aura vraiment des difficultés considérables pour rester sous ces fameux 2 degrés. La planète se réchauffera, avec les conséquences qu'on va voir. Dans les scénarios du GIEC, c'est-à-dire les scénarios du possible, une fois encore ceux qui sont un petit peu derrière les négociations actuelles, on a essayé d'avoir des routes d'émissions qui soient des routes possibles, qui satisfassent toutes ces contraintes. Mais il y a des routes d'émissions pour lesquelles les gens se sont donné une marge de manœuvre supplémentaire, parce que ça paraît très serré comme calendrier de réduction des émissions de gaz à effet de serre, qui est de se dire peut-être qu'on sera capable en fin de siècle de capter du CO2 et puis de l'enfouir éventuellement sous le sol. Donc il y a des techniques qui existent. Pour le moment, elles ne sont pas développées avec la hargne, l'envie qu'il faudrait pour les amener à être capables de prendre des milliards de tonnes de carbone à l'atmosphère d'ici la fin du siècle. Mais elles sont considérées dans ces scénarios, en tout cas dans une partie de ces scénarios, et effectivement, si on est capable de reprendre du CO2 à l'atmosphère, alors on peut lui en mettre un peu plus, et on a une marge supplémentaire. Alors, ce qui fait l'intérêt de la conférence de Paris, c'est qu'on a aujourd'hui, et je crois que c'est une nouveauté considérable, et c'est quelque chose qui mérite, enfin moi je trouve mérite d'être salué, c'est le fait que tous les États ont déposé à l'avance des contributions correspondant à ce qu'ils entendent faire, et ce qu'ils proposent de faire pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est absolument transparent. Vous pouvez taper INDC, c'est le nom en anglais de ces contributions, et sur Internet, et vous aurez les 160 contributions des différents pays. Elles sont difficiles à lire. Alors j'ai proposé, et j'ai reçu un accord et un financement de Ségolène Royal pour un petit groupe qui puisse au niveau français au moins analyser ces contributions. Et il y a quelques résultats qu'on peut donner, on les présentera mardi aussi à la COP, et ils sont résumés ici. La COP 21 va regarder les émissions sous un angle assez précis. C'est-à-dire la COP 21,
c'est une négociation qui va considérer la période 2020-2030. Pourquoi 2020 ? Parce que jusqu'à 2020, on est sous le régime du protocole de Kyoto, qui est un protocole qui avait été imaginé pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, qu'il a finalement engagé que l'Europe, et qui est valide jusqu'en 2020, qui a été prolongé jusqu'en 2020 suite à l'échec de Copenhague. Donc, on commence en 2020, et de 2020 à 2030, les pays ont fait des propositions de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Certains sont limités à 2025, comme les États-Unis, mais la plupart ont fait ça jusqu'en 2030. Alors c'est très difficile, et il y a des chiffres assez fantaisistes qu'on a lus dans les journaux, de savoir ce qui se passera en fin de siècle, si on sera à 2,7 degrés ou 3 points. Ça dépend beaucoup de ce qui se passera après 2030 quand même. Mais on peut essayer de voir si on est sur ces chemins qui nous mènent éventuellement en fin de siècle à 2 degrés. Alors vous avez ici en couleur des routes qui ont été celles que le GIEC a définies. Alors ce qui fait qu'il y a différentes routes, c'est qu'on peut faire des efforts plus tôt ou plus tard. Et puis on peut aussi se contenter, par rapport aux résultats que donnent les modèles, d'un pourcentage de chance un peu différent de rester sous les 2 degrés. Et quand on voit cela, il y a deux manières vous avez 2 petites flèches en haut. La flèche noire, c'est ce qui se passe si on ne fait rien. On continue les évolutions. Et on voit qu'à partir d'aujourd'hui, ce qu'on devrait faire en 2015, c'est les courbes qui sont là, à partir de la situation de 2015, et on s'en écarte très rapidement, c'est les flèches noires. Si on fait ce que se proposent les États, on se rapproche quand même. On se rapproche plus dans le cas où on se permet les émissions négatives que dans le cas où on ne se les permet pas, où là on reste à l'extérieur des courbes souhaitables. Ce qui veut dire que les propositions des États, c'est pas rien du tout, et je pense qu'il y a sur la table de négociation quelque chose qui est insuffisant, mais quelque chose qui permet, je pense, une négociation et qui permet d'avancer. Et je pense que de ce point de vue-là, la COP s'annonce quand même comme une négociation d'un type nouveau, qui n'a jamais eu lieu sous cette forme-là. On verra si c'est un succès ou pas, ça c'est autre chose. Alors, néanmoins, ce qu'on peut retirer de tout ce que j'ai dit, c'est que, et je vais essayer de conclure dans pas trop de temps, c'est qu'il y a quand même une interrogation sur le fait de savoir si on peut y arriver. Et de toute manière, la réalisation croissante du fait que les changements climatiques, on ne les évitera pas complètement. En fait, ce qui est nouveau aussi, c'est que depuis une vingtaine d'années, on voit les changements. Pendant les années 80, 90, c'était les modèles qui faisaient des prévisions futures. Aujourd'hui, on voit ces prévisions qui commencent à se réaliser. Alors, qu'est-ce qui se passe si on n'arrive pas à juguler le changement climatique ? Et ça va nous amener à la partie liée à l'adaptation, et ça me permettra aussi, puisque j'ai envie de m'interroger sur l'Aquitaine, de sauter quelques transparents à la fin. Donc, la première chose, c'est des conséquences qui sont liées au réchauffement lui-même. Alors, vous avez ici trois calculs qui ont été faits par notre modèle, l'IPSL, mais qui correspondent à des choses qui ont été faites aussi par d'autres modèles et qui sont qualitativement très similaires. Vous avez un planisphère en haut à gauche, c'est le réchauffement si on se limite à 2 degrés. Et vous pouvez regarder, alors les échelles, oui, elles ont été un peu changées là quand j'ai changé la forme mais c'est des transparents, mais c'est symétrique. Hein, il y a 0, 2, 4, 6, 8 degrés, et moins 2, moins 4, moins 6, moins 8 à gauche. Et donc vous voyez qu'on a un réchauffement pratique partout, en fait, sur la planète. Il y a une zone qui met du temps à se réchauffer autour de l'Antarctique, c'est l'océan qui modère le réchauffement, mais sur les continents, sur les régions polaires, et les régions polaires sont des régions sentinelles qui se réchauffent plus vite que les autres. En bas, vous avez ce qui se passe si on laisse faire. Vous voyez que les réchauffements sont considérablement plus élevés. On atteint dans les régions polaires des réchauffements qui sont de 7 à 10 degrés et qui sont des réchauffements qui vont amener une fonte complète, par exemple, des glaces arctiques en été. Et puis, vous avez un calcul qui a été fait avec le même modèle. Alors, un modèle, c'est 1 million de lignes de calcul, à peu près. Et dans celle-là, il y a quelques instructions. C'est quel est le niveau de CO2 de l'atmosphère, comment est-ce qu'on voit le soleil, et
on change juste les instructions et on voit un peu ce qu'est la différence entre le climat pré-industriel et le climat glaciaire que calcule le modèle. Et ça, on peut le vérifier. Le modèle le calcule de manière correcte. Et vous voyez qu'il y a une certaine similarité entre ce qu'on peut attendre dans le futur et ce qui a marqué la transition entre climat pré-industriel et climat glaciaire. Ça, c'est un des éléments qui nous laisse penser que les modèles ne disent pas n'importe quoi. Et il y a un deuxième très fort, c'est qu'on voit les débuts du réchauffement de la planète. Et ces débuts du réchauffement de la planète, ils ont cette forme-là, c'est-à-dire un réchauffement plus fort dans les hautes latitudes, plus fort sur les continents, et on pourrait continuer. On a un refroidissement dans les hautes couches de l'atmosphère, on a des précipitations plus intenses dans les régions où il pleut, moins intenses dans les régions qui sont déjà semi-arides, etc. Il y a une coïncidence forte aujourd'hui entre ce qui commence à se développer et ce qu'on avait anticipé par les modèles. Et c'est ça qui fait dire à 95%, on ne sait pas expliquer ce réchauffement par des fluctuations naturelles ou avec seulement 5% de chance de le faire. Donc on dit à 95%, ce sont les changements anthropiques qui sont responsables de ce début de réchauffement. Et il faut le voir comme un symptôme, parce que beaucoup de gens qui se disent « Ah ben oui, le réchauffement, il est là, mais il ne nous perturbe pas beaucoup ». En fait, on est sur le début de ces courbes qui peuvent nous amener à 4 ou 5 degrés. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a enclenché une pathologie, si vous voulez, pour la planète. Donc, quelquefois, on est à 37,2 degrés le matin, comme dans le film, et puis on verra ce qui se passera ensuite. Mais si on a enclenché cette pathologie, on ira plus loin. Alors, il y a des choses qui sont les conséquences directes de ce réchauffement. Le relèvement du niveau de la mer, qui sera de 50 cm à 1 mètre en fin de siècle, selon beaucoup de projections. Donc ça, c'est quelque chose qui va toucher toutes les zones littorales, un peu partout sur la planète, de manière inégale, mais qui va les toucher toutes. Vous avez cette fonte des glaces arctiques dont j'ai parlé, c'est-à-dire en fin d'été, aujourd'hui, la couverture de glace sur l'océan Arctique est presque 2 fois moindre qu'elle n'était il y a 30 ou 40 ans. Donc il y a un certain nombre de choses qui sont très cohérentes. Le relèvement du niveau de la mer, il est dû à la fonte des grands glaciers continentaux, polaires ou de montagne, et à la dilatation des océans. Tout ça fait l'objet d'études multiples qui sont cohérentes. Et je dirais que c'est un peu comme on a souvent ces difficultés avec les gens qui s'appellent climato-sceptiques, et moi je n'ai rien contre le mot de sceptique, le scientifique doit être sceptique, mais qui voit que souvent on a des incertitudes sur chacun des éléments que l'on essaie de décrire, qui sont compliqués, ce qui fait que la conviction des climatologues est maintenant très forte. C'est un peu un effet je dirais, qu'on a quand on fait un puzzle. Vous faites un puzzle, vous mettez des petites pièces, et puis à un moment vous avez un visage. Et vous voyez ce visage, vous pouvez le reconnaître, la personne. Et vous avez une conviction très forte. Et si on vous dit, mais cette pièce est mal placée, vous avez tout faux, non, vous voyez quand même, ça ne dépend pas d'une pièce, ça dépend de la cohérence de l'ensemble. Et je pense que c'est ce qui fait aujourd'hui la conviction des climatologues. Une dernière chose qui dépend très fortement de la température de manière directe, c'est tout ce qui est le vivant. Le vivant est dans des niches écologiques. Ces niches écologiques, elles sont extrêmement précises et elles peuvent... donc, quand on parle de la végétation, on voit qu'on a des évolutions qui sont très contrastées entre le sud et le nord, avec des régions, enfin les végétations qui est déjà très chaude, a du mal à se ventiler, à évaporer encore plus d'eau, et il y a une physiologie qui l'empêche souvent, et donc elle a tendance à dépérir quand on augmente encore la chaleur de ces régions. À nos latitudes, on a au contraire, là aussi, plutôt une repousse des arbres, c'est cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors, là où les choses se compliquent, parce que tout ça, c'est des conséquences assez directes qu'on comprend. Alors, on a des problèmes de quantification qui sont pas précises, mais pas trop de localisation. Là où les choses se compliquent, c'est quand on commence à faire intervenir les fluctuations et les errements des circulations atmosphériques et océaniques. Alors, la circulation atmosphérique, elle est organisée, c'est un transparent que j'ai laissé, que je pourrai montrer éventuellement plus tard, mais on a un climat intertropical avec des grandes cellules, elles remontent à l'équateur, descendent dans la région désertique, on a des anticyclones et des dépressions en latitude, tout ça est organisé, mais en même temps, il y a une part de chaos, c'est pas facilement prévisible, et
la manière dont cette circulation va changer laisse aussi une part au chaos. Alors, quand on pense aux précipitations, elles sont dictées très, très fortement par ces errements de la circulation atmosphérique ou ces changements qu'elle va subir. Et il y a des aspects de très grande échelle qu'on comprend bien, je les ai dit, hein, plus de précipitations à l'équateur, moins de précipitations globalement dans les régions subtropicales, plus de précipitations à haute latitude. Mais quand on regarde localement, vous avez ce diagramme qui est le résultat de 32 modèles pour à gauche et pour les climats de 2 degrés, disons, et puis 39 modèles à droite, et ce sont les changements de précipitation en pourcentage par rapport à la valeur actuelle. Vous voyez que c'est beaucoup, hein, ces changements. Des moyennes sur autant de modèles, d'avoir des chiffres qui peuvent atteindre 30% plus ou en moins, c'est énorme. Mais en même temps, localement, on a du mal à savoir dans quel sens ça va aller, parce que les modèles ne sont pas d'accord. Et pourquoi ? Parce qu'on peut avoir effectivement des situations contrastées sur les mêmes régions. Une région comme le Sahel, par exemple, a expérimenté dans les dernières 50 années une sécheresse parmi les plus dramatiques qui a eu lieu de près de 20 ans, et puis aussi des phénomènes d'inondation très fortes à d'autres moments. Donc, on est dans des situations où la prévision ne peut pas se faire de manière simple. On est face à des situations de risques qui vont augmenter et qu'on peut éclairer comme des risques. Et toute cette part de nos sciences, où on ne sait pas quelle est vraiment la limite entre ce qui est prévisible et ce qui ne l'est pas. Le système peut être chaotique. On parle de dérèglement de ce système dû aux effets climatiques, et je pense que c'est un mot juste. C'est quelque chose qu'il va falloir prendre en compte avec les difficultés que ça représente. En termes scientifiques, on va être capable de donner des éléments de risque, mais on ne va pas être capable de faire des prévisions exactes. Alors tout ça, ça affecte la manière dont on peut essayer de s'adapter au changement climatique. Alors, je vais essayer d'être très bref maintenant, mais je voudrais dire que cette adaptation au changement climatique, elle a été prise en compte très tardivement. C'est-à-dire que pendant beaucoup d'années, essayer de dire qu'on va s'adapter au changement climatique, c'est quelque chose qui était vu comme un peu une trahison. S'adapter, ça veut dire on renonce à empêcher le climat de changer. Donc on renonce à une action qui permettrait au climat de se stabiliser, ou on accepte le fait qu'on n'y arrivera pas. Et donc, il a fallu vraiment les premiers symptômes de changement climatique, le fait qu'on se rende compte, finalement, les pays les plus vulnérables, c'était les pays du Sud, qui n'ont pas émis de gaz à effet de serre, et par construction, parce que dans ces zones du Sud, on a souvent une saison des pluies. Alors, si elle n'est pas là, pendant 1 an, pendant 2 ans, pendant 3 ans, c'est beaucoup plus grave que ce qui peut se passer dans nos régions. Je pense qu'on a rarement vu le Rhin à sec depuis quelques années. Donc, on n'est pas dans les mêmes types de vulnérabilité climatique. On n'a pas non plus vu de cyclones tropicaux par chez nous. On a des tempêtes, peut-être être fortes, mais elles sont plus rares. Et donc, la manière dont on a dû envisager les choses a été dictée un peu par l'apparition des premiers symptômes, donc assez récemment. Aujourd'hui, il y a une demande extrêmement forte d'adaptation au changement climatique. Et voilà, je voudrais effectivement mettre en avant le fait que pour les pays du Sud, ça peut être un élément vital. Et c'est devenu aussi une part essentielle de la conférence qui s'ouvre à Paris. Comme c'est une conférence onusienne, un pays, une voix, qu'on veut l'unanimité à la fin, pays du Sud est absolument légitime, se sont emparés de ça. Non, voilà, nous, on veut bien voter, mais il ne faut pas oublier que finalement, on n'a pas émis de gaz à effet de serre et qu'on va être les pays qui sont les plus vulnérables à cela. Mais même comme cela, vous avez peut-être entendu parler des fonds verts. Il y a 100 milliards qui sont promis pour ces fonds verts qui doivent aider les pays du Sud dans leur démarche sur le climat. Il y a actuellement un peu plus de 60 milliards qui ont été mis sur la table. Sur ces 160 milliards, il n'y a que 16% qui sont consacrés à l'adaptation. Le reste, c'est pour aider les pays du Sud à émettre moins de gaz à effet de serre. Donc il y a quand même toujours, en fait, une difficulté à envisager l'adaptation comme un processus important. Et pourtant, on parle d'infrastructures. Le changement climatique, il va affecter les zones urbaines. Bon, je ne suis pas architecte, mais autant dire qu'une ville, ça se rénove
à la vitesse d'1% par an, à peu près, donc c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps. On est face à des travaux d'infrastructure pour s'adapter qui vont prendre beaucoup de temps. Alors, je vais me limiter peut-être à 2 remarques, et puis je laisserai place pour des débats. La première, c'est que justement, l'aspect vital de cette adaptation, on peut la mesurer aussi à d'autres éléments. Il y a dans les pays qui sont les plus vulnérables des vulnérabilités différentes qui peuvent venir à des situations politiques, à des situations humaines. Et je dirais que c'est au niveau de l'adaptation que peut-être on mesure le plus le fait que le changement climatique, ce n'est pas quelque chose qui peut se traiter isolément des autres problèmes de la planète. Et ça, c'est aussi ce que les gens des sciences humaines ont fini par apprendre aux physiciens, qui n'en étaient pas trop convaincus. Mais on ne peut pas dire qu'on va résoudre les problèmes du climat en s'abstrayant de 2 choses. Le fait que c'est des sociétés qui doivent prendre ça en charge. Et à l'échelle de ce dont on parle, c'est-à-dire essayer de diminuer les émissions, l'usage du charbon, du pétrole et du gaz naturel pour l'éradiquer en 60 ans. Enfin, ce n'est pas quelque chose qui peut se faire en catimini. Donc, c'est quelque chose qui ne peut être que pris en charge par l'ensemble de la société. Donc, et on a aussi d'autres éléments sociaux qui sont les éléments de pauvreté. Donc, là, vous avez un enjeu particulier que j'ai choisi parce que je pense qu'il est très typique de ce que peuvent être les problèmes climatiques, c'est les besoins alimentaires pour les différents continents de la planète. Et on voit que le climat, ça va être un des modulateurs négatifs dans toutes les régions intertropicales de ces besoins, de l'agriculture qui permet de satisfaire ces besoins alimentaires. En Afrique, avec la démographie qui est croissante dans ces pays-là, avec la malnutrition qui existe déjà, avec l'état de guerre qu'il y a dans beaucoup de pays, il faudrait multiplier les besoins alimentaires par 5 à peu près d'ici 2050 comparé à 2000. Donc c'est quelque chose qui est considérable. On voit bien que le changement climatique est un phénomène adverse par rapport à ça. Et puis on peut voir qu'en Asie, il y a des inégalités très fortes. L'Inde continue d'avoir une croissance démographique extrêmement importante. Et finalement, elle a toujours, jusqu'à présent, réussi à satisfaire ses besoins alimentaires, mais elle doit continuer à avoir une croissance extrêmement forte de ce point de vue-là. Donc, on parle de problèmes qui sont des problèmes qui sont extrêmement... qui sont vitaux. Et je pense que c'est peut-être les 2 choses qui sont les plus importantes quand on parle de changement climatique. Je pense qu'il faut avoir en tête ce qu'on veut protéger. C'est d'abord protéger le vivre ensemble sur la planète. On a une planète où il y a 7 milliards de personnes. On a dépassé les 3 quand j'étais à l'école primaire. Donc on a 7 milliards, on parle de 8, 9, 10 peut-être milliards de personnes. Aussi préserver le patrimoine de la biodiversité, qui est un patrimoine qu'on ne pourra pas... La planète a vu beaucoup d'autres changements climatiques, mais ce qu'on ne saura pas refaire si on le perd, c'est le patrimoine de la biodiversité qui est celui dont on a bénéficié jusqu'à présent. Donc, je pense qu'il faut voir ces grands enjeux et essayer de définir nos actions en fonction de cela. Alors, pour autant, je pense que c'est aussi très important de s'intéresser au changement climatique dans nos régions. Et pour dire 2 idées, et je m'arrêterai là-dessus, je crois qu'il y a 2 choses qui sont très importantes. La première, c'est de donner une image de ce qu'est le changement climatique. Je pense qu'aujourd'hui, on a un peu trop tendance, c'est une nécessité un peu, mais à donner des chiffres comme les 2 degrés, qui sont un peu des chiffres abstraits. Je crois que le changement climatique, ce sont des risques qu'on peut définir souvent localement, qui sont différents pour des régions différentes, et qu'on doit confronter à d'autres risques sociaux, écologiques. Voilà. Et donc, comment est-ce qu'on définit ces risques-là? Quelle image on se donne? Et je crois que le faire chacun dans sa région, on reviendra sur le cas de l'Aquitaine, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et l'autre point, c'est que, je l'ai dit plusieurs fois, ces changements, on ne peut pas imaginer que ce soit l'effet d'une petite partie de la société. C'est quelque chose qui ne peut que se développer à l'échelle de la société. Je crois que ce qu'on peut faire à l'échelle d'une région, ça a aussi une vertu éducative extrêmement forte. Et
peut-être j'y reviendrai là dans les réponses aux questions. Mais donc le problème de l'adaptation est devenu au fil des années un problème qui est aussi fort peut-être que celui de la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais les deux vont de pair. En fait, on ne pourra s'adapter que si le réchauffement n'est pas trop fort. Et on diminue en fait les émissions de gaz à effet de serre aussi pour que les populations soient en état de vivre en paix. Et donc il faut le vérifier, il faut voir ce qui se passe au niveau des territoires et comment on peut les adapter à ce qui va de toute façon se passer. Voilà. Je vais m'arrêter là puisque je sais que j'ai un petit peu de temps pour rebondir ensuite. Voilà.